Excellencies, honorable guests, ladies and gentlemen, it is really my greatest pleasure to be here with you today to welcome you to our first event at the Women's Pavilion. This is the first time this hall is being used, and we hope it will be used over the 6 months for many more convenings. But I am so proud and honored that we are inaugurating this place with your presence, Your Excellencies. We are really grateful. Today we are gathered at the Women's Pavilion by Expo 2020 in collaboration with Cartier. And what is unique about this space is that Expo has not had a women's pavilion actually in the past 50 years. So we're doing something that is pushing the needle. We're doing something that is really placing the issue of gender equality and women's empowerment at the heart of not just Expo, but this is what we have always done. We always have placed the issue of women's empowerment and rights at the heart of everything we do in the UAE. Since our inception, since our founding, the UAE has prioritized women's rights and empowerment and has promoted this principle ever since our founding father created this nation. One of my favorite quotes for our founding fathers is when he said, "Nothing brings me greater pleasure than to see woman taking her rightful place in society." And this is what we're here to talk about today, how women can take their rightful place. But we are here to learn from leaders like yourself, Your Excellency, what it means for women to be recognized, what it means for them to take their rightful place. And we're here to really understand from you, from a personal perspective, what your journey has been like, what your vision for a gender equal future looks like, and how we can incorporate all of these lessons and take them on as we move forward. I do have to mention that this stream of work, which we have called Visions and Journeys, is in collaboration with the Gender Balance Council under the patronage of Her Highness Sheikha Manal. We have Her Excellency Shamsa here with us today, so we are very excited about that as well. Your Excellency, I can't say anything that would really describe the magnitude of your career, your accomplishments, but I can tell our audience that Her Excellency Louise Mushikiwabo is the first African woman who has taken the post of Secretary General of the l'Organisation Internationale de la Francophonie. And we are always looking for or looking towards women like yourself to lead us and inspire us. I'll stop here and ask you, Your Excellency, to share with us what a gender equal future looks like from your perspective, what your journey has been, and then we will take some questions from the audience and hopefully have an engaging discussion with you. Thank you. Your Excellency, the floor is yours. Thank you very much, Hind, and I'm just really delighted to be here. I want to make sure that there is translation, yeah. So I will speak in French, since I'm the Secretary General of the International Organization of French-speaking countries. And then for the exchange, we will move to either French or English, or Swahili, or any of the other languages I speak. I'm very, very pleased to be here.
I am doubly pleased to be the first speaker at this wonderful, wonderful pavilion. I think this expo has many firsts. The Women's Pavilion is a big first. So I'm really very pleased. Je suis très, très, très heureuse d'être ici, parmi beaucoup de femmes bien et quelques hommes qui soutiennent les femmes bien. Je suis arrivée aux Émirats arabes unis il y a 2 jours, d'abord pour participer à cette expo qui est magnifique. Ensuite, j'ai passé la journée d'hier à Abu Dhabi en participant à la World Policy Conference où j'ai parlé de l'organisation que je dirige. Mais chaque fois qu'une femme parle, vous savez, c'est le Women's Pavilion. Et donc, je suis toujours heureuse d'être dans ce beau pays, un pays de l'innovation, un pays du vivre ensemble. Et j'ai une amie très, très chère. Il faut que je parle d'elle puisqu'on parle de femmes. Que j'ai connue il y a très longtemps. On était encore étudiantes aux États-Unis d'Amérique. Et le destin a fait que plus tard, on a reconnecté. Et c'est ma petite sœur Rim Al-Hashmi. On est amis, on se parle souvent comme femme, comme leader. Et je suis très émue de voir finalement cette expo. J'ai été à la cérémonie d'ouverture, c'était magnifique. Et c'est une femme qui travaille beaucoup et qui ne montre jamais la fatigue. Et ça aussi, c'est le privilège des femmes. Alors, je suis donc secrétaire générale de la francophonie, une organisation qui a aujourd'hui 51 ans, qui a été créée par des hommes visionnaires, soutenus certainement par des femmes, qui ont voulu créer une coopération internationale à travers la langue française, puisque c'était 3 Africains et un Asiatique, des hommes politiques qui avaient connu la colonisation et qui se sont saisis de la langue française comme butin, je dirais, qui l'ont utilisé pour coopérer entre leurs nations. Et c'est une organisation qui a grandi et dans les 5 décennies passées, à l'origine, il y avait 21 pays qui ont donc signé la charte de la francophonie, une organisation de coopération internationale en langue française. Au début, très culturelle, très langue française, mais de plus en plus, c'est devenu une organisation politique internationale et une organisation de coopération sur certains sujets précis, dont l'éducation des femmes et des filles et l'autonomisation des femmes et des filles. Alors, je suis née au Rwanda, un petit pays difficile à localiser sur la carte du monde. Un petit pays, mais avec une âme très grande. Un pays qui est situé en Afrique de l'Est et du centre, à cheval entre l'Est et le centre. Et un pays qui, malheureusement, a été très connu par la tragédie du génocide qu'il y a eu dans ce pays il y a 27 ans. Et moi-même, j'ai perdu beaucoup de membres de la famille pendant le génocide. J'ai grandi, je suis née, j'ai grandi tout près de la capitale, Kigali. Et j'ai fait mon éducation de base au Rwanda. J'ai
Ensuite, je suis allée aux États-Unis d'Amérique où j'ai fait mes études supérieures. J'aime beaucoup répéter ça parce que c'est un peu ma personnalité aussi. J'ai donc grandi dans un Rwanda. Tous les Rwandais parlent la même langue. Le Kinyarwanda, c'est toujours un avantage. Aujourd'hui, c'est un pays de 12 millions d'habitants. Nous parlons tous la même langue. Et c'est un pays qui, à l'époque, point de vue éducation et ouverture sur le monde, était très francophone. Et petit à petit, qui s'est ouvert à l'anglais, au swahili, qui est la langue de l'Afrique de l'Est. Donc mon pays a 4 langues officielles. Et je suis née dans une famille, à l'époque, dans les années 60, je ne vous donnerai pas plus de précisions, une famille très aimante. Une famille où j'étais la dernière, la cadette de la famille. Mon père était assez âgé, il avait la quarantaine déjà quand il a épousé ma mère. Mon père était un homme qui était un grand travailleur. Et il aimait travailler la terre. Il était dans la taxe du café, dans la culture du café lui-même. Et ma mère venait d'une famille aristocrate. Elle était la fille d'un des conseillers du roi du Rwanda à l'époque. Je dis cela parce que moi-même, je suis le fruit de plusieurs contradictions, mais qui se complètent et qui font qui je suis aujourd'hui. J'ai quitté le Rwanda en 1986 pour aller donc faire mes études aux États-Unis d'Amérique. J'ai fait un diplôme en anglais au Rwanda, à l'époque très francophone, et j'ai fait une maîtrise en langue française aux États-Unis d'Amérique. Et donc, par après, je me suis lancée, j'ai commencé ma carrière, ma vie professionnelle, et j'ai travaillé très longtemps dans le domaine du lobby, les relations publiques. J'ai commencé à plus ou moins circuler dans le monde puisque je travaillais pour une firme internationale américaine qui travaillait un peu partout dans le monde. Je suis revenue en Afrique dans ce cadre-là, plusieurs pays, surtout de l'Afrique du centre et de l'ouest. Et plus tard, je suis allée travailler en Tunisie. J'ai vécu en Tunisie pendant 2 ans et demi. Je travaillais pour la Banque africaine de développement en tant que chef de la communication de la Banque africaine. Ensuite, en fin 2008, j'ai intégré le gouvernement du Rwanda comme porte-parole et ministre de l'Information. 1 année et demie plus tard, je suis devenue ministre des Affaires étrangères du Rwanda, poste que j'ai occupé pendant presque 10 ans, jusqu'à ma venue à la francophonie. J'ai été élue unanimement par les 54 membres de notre organisation, les membres votants, candidate de l'Afrique. Pour la francophonie, j'ai été élue à Erevan, en Arménie, en octobre 2018. Ça fait 3 ans, presque jour pour jour. Et j'ai donc commencé ma carrière à la francophonie, pas une carrière multilatérale parce que j'étais déjà aux affaires étrangères, c'est un monde que je connaissais déjà. Et j'ai été élue avec un mandat de nos États de repenser la francophonie, de redynamiser la francophonie, de la placer dans les temps présents. Une organisation qui a donc 51 ans. Et voilà donc, me voilà ici aujourd'hui. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que c'est difficile de savoir ce qu'il faut dire par rapport aux femmes. Il nous faudrait presque toute une vie pour nous asseoir ici et parler des femmes. Mais dans ma propre organisation, nous sommes très
très engagée, très sensible à la question de l'égalité femmes-hommes. La francophonie est engagée dans ce travail depuis bien avant moi, bien longtemps, sur plusieurs sujets, dont l'éducation des filles, l'entrepreneuriat des femmes, quelques projets également dans le domaine politique, l'encadrement des femmes pour qu'elles puissent se présenter à des postes politiques dans plusieurs de nos pays, surtout pays du Sud. Je vous signale que les Émirats arabes unis sont membres de la francophonie, membres associés. Ils vont donc bientôt, j'espère, passer au statut de membre de plein droit. Les Émirats arabes unis sont membres de la francophonie depuis une dizaine d'années. Et je suis donc ici, en réalité, doublement chez moi. Vous savez, j'ai voulu à la francophonie, dans cette transformation de l'organisation, qu'on se focalise, qu'on aille sur des programmes qui ont un impact réel, au lieu d'essayer de faire 1000 choses à la fois. Et dans le domaine particulier de l'égalité femmes-hommes, nous avons opté pour 2 aspects concernant la femme: l'éducation des filles et l'autonomisation économique des femmes. Ces 2 sujets-là, personnellement, je suis convaincue qu'une femme éduquée et une femme qui ne mendie pas pour vivre est capable de mener tous les autres combats, et Dieu sait s'il y en a encore, que la femme doit mener aujourd'hui. Beaucoup d'organisations, beaucoup de pays, beaucoup de philanthropes, des individus particuliers travaillent sur cette question de l'égalité femmes-hommes. Hind me demandait tout à l'heure s'il fallait trouver, on va en parler tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour vraiment basculer dans cette égalité, pleine égalité entre l'homme et la femme, et surtout l'épanouissement de la femme. Et je lui ai dit, c'est une question difficile parce qu'il faut plusieurs choses à la fois. On va en parler dans une minute. Pourquoi est-ce qu'une fille doit être éduquée? Tout simplement parce que la vie actuelle moderne demande à ce que la femme puisse s'épanouir elle-même, mais aussi apporter quelque chose à la société. Et les femmes qui n'ont pas d'éducation formelle, et il y en a beaucoup dans tous nos pays, sont déjà des femmes très productrices, qui font beaucoup de choses, qui montrent beaucoup de créativité même, sans l'éducation formelle. Mais l'éducation formelle a l'avantage de nous ouvrir les horizons, de nous aider à réfléchir beaucoup plus loin qu'on ne réfléchirait sans l'éducation. L'éducation formelle a l'avantage de nous préparer à trouver des solutions pour les problèmes de la vie. Et donc, c'est un aspect extrêmement important. Personnellement, je pense que le droit à l'éducation, c'est un droit aussi important que le droit à la santé. L'épanouissement de l'être humain par l'éducation est un droit qui revient à tous les hommes et à toutes les femmes de nos pays. Et pourquoi est-ce que on est ici aujourd'hui, tout comme on était dans d'autres enceintes, dans des conférences, etc. Parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré les textes fondamentaux de nos pays, malgré les chartes dans toutes les organisations internationales, on est encore là en train de parler d'abord du bien fondé, comme si ce n'était pas évident, de la nécessité on est en train aujourd'hui, toujours depuis déjà plusieurs années, de prouver que la femme est capable de faire avancer
sa propre vie et le monde, alors que c'est l'évidence autour de nous. Je disais donc tout à l'heure aussi dans notre conversation plus ou moins privée que la raison pour cela est que la femme, on la prend pour acquise. C'est la vie dans nos familles, dans nos milieux professionnels. La femme est supposée faire certaines choses, être d'une certaine manière. Et j'ai dit aussi tout à l'heure que dans ma prochaine vie professionnelle, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment raconter les histoires de femmes. Les femmes à travers le monde font des miracles, et je n'exagère pas. J'observe beaucoup, je parcours le monde de par ma carrière depuis plusieurs années, et c'est incroyable ce que les femmes, dans des conditions mais les plus compliquées, sont capables de faire. J'aime aussi répéter, et je ne vais pas arrêter bientôt, que dans nos familles, j'allais dire c'est la maman, mais c'est la femme qui se lève le plus tôt dans la maison et qui va se coucher le plus tard. Ce que ça veut dire, c'est que la femme est la vie de la société. Je ne parle pas du privilège biologique, physiologique, qui fait que la femme donne la vie de toutes les façons. On vient tous d'une femme, c'est clair. Ça, c'est un avantage divin. Mais la femme, dans une maison, dans un ménage, c'est l'élément qui fait que toute la famille se sente bien. La femme a aussi cette capacité de vivre plusieurs choses à la fois, des soucis, des joies, des incertitudes, des questionnements, et de toujours garder le sourire, de se lever après un malheur et de consoler les autres. La femme est une bénédiction pour le monde. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi dans l'actualité concernant l'Afghanistan et que vous avez observé ces femmes qui sont dans le désarroi mais qui tiennent le coup. Ces femmes qui voient leurs enfants, petits et grands, quitter leur maison, courir sans savoir où aller, essayer de trouver refuge. Mais ces femmes restent très dignes. Elles restent très sereines. On peut lire leur douleur dans leur visage. On peut comprendre le désarroi par leurs gestes, par leur manière de parler ou de ne pas parler, par leur silence. Mais ces femmes afghanes, quand je suis l'actualité, puisque je suis l'actualité politique, je suis vraiment fascinée par les femmes d'Afghanistan. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est ces mêmes femmes, dans ces mêmes conditions, de peur, de désarroi, de désespoir, qui finalement, dans leur maison, dans leur ménage, arrivent à trouver la force de préparer à manger pour tout le monde, de s'assurer que les lits sont bien faits dans la maison, de se lever tôt le matin pour vérifier si les enfants de leurs enfants sont encore en vie. C'est pour ça que je dis que la femme est une bénédiction pour la société.
Femme leader. Qu'est-ce que ça veut dire une femme leader? Une femme leader est une femme qui comprend qu'elle a un rôle au-delà de sa propre personne et qu'elle a un rôle d'éclaireuse, qu'elle a un rôle d'exemple aussi, qu'elle a surtout une obligation de faire avancer la communauté dans laquelle elle évolue. C'est ça une femme leader. Une femme leader, c'est une femme qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'observer. Une femme leader, ce n'est pas un titre. Ministre des Affaires étrangères, ministre du Tourisme. Une femme leader, c'est une femme qui inspire la société à aller plus loin. Dans ma propre langue, dans mon pays, dans ma langue, le Kinyarwanda, à un certain moment, le mot leader était plus ou moins l'équivalent de la personne qui donne les ordres, Mutegetsi, la personne qui ordonne. Et je ne sais pas par quelle force des choses, mais c'est fantastique. Le mot leader aujourd'hui se traduit par la personne qui montre le chemin, Muyobozi, la personne qui éclaire. Et donc, pour moi, la femme, c'est ça. La femme leader, c'est une femme qui montre aux autres qu'il y a une voie à suivre, qu'on la suive pas. C'est une femme aussi qui est capable de fonctionner dans le milieu professionnel sans demander qu'on lui fasse des cadeaux. C'est une femme qui est prête pour une vie publique, parce que quand on est leader, on ne se cache pas chez soi, dans sa maison. Quand on est leader, on sort, justement parce qu'on a quelque chose qui fait que les autres veulent suivre. Et donc, dans la vie, surtout dans la vie politique, personnellement, je pense que une femme leader dans le milieu politique doit être prête à être traitée comme les hommes sont traités. Une femme leader n'est pas une femme qui va se plaindre parce que on l'a critiquée, on a dit qu'elle est où elle est parce que quelqu'un l'a poussée, parce qu'elle a eu un piston. Tout ça, c'est secondaire pour moi. Une femme leader doit être capable d'avancer dans la vie publique, de ne pas se laisser distraire, parce que ça arrive souvent, les commentaires par rapport aux femmes leaders. Ah, mais c'est elle qui porte la culotte à la maison. Ah, mais cette femme, vous savez, c'est pas normal. Elle s'habille d'une telle manière ou d'une telle manière. Je ne sais pas si on parle souvent de la manière dont les hommes s'habillent dans le même milieu, mais vous allez voir qu'on va beaucoup parler de la coiffure d'une femme politique plutôt que du contenu de son cerveau. Ça arrive souvent. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes leaders dans cette salle et qui nous suivent aussi à travers cette conversation. Tout cela ne veut rien dire. C'est pour nous distraire. On se lève le matin, on a un objectif, on le poursuit. Qu'on parle des chaussures à talons que vous portez ou que vous vous habillez comme un homme, tout ça, voilà, que vous n'êtes pas bien coiffé ce jour-là, vous n'êtes pas mannequin. C'est pas grave. Il y a des jours où on se lève, on n'a pas envie de se coiffer. C'est pas grave. On est là pour atteindre un objectif, pour montrer ce chemin, pour inspirer surtout. Puisque chaque femme a son destin, elle a son parcours. Ça, je suis parfois mal à l'aise quand on parle de rôle modèle.
Oui, il y a des femmes inspirantes, c'est vrai, mais nous avons chacun notre chemin. Et quand on est une femme leader, on ne peut pas se payer le luxe d'être distraite ou fâchée ou contrariée parce qu'on a parlé de notre coiffure ou de notre tenue. Ça, c'est secondaire, ça, c'est des distractions. Et vraiment, surtout pour les jeunes femmes qui commencent dans leur milieu professionnel, ne vous laissez pas distraire par des commentaires qui ne veulent rien dire. Parce qu'une femme leader aussi, c'est une femme qui est capable d'encaisser des coups. Vous savez pourquoi? Parce que si vous vous arrêtez ou vous découragez, on va dire, c'est une femme, à quoi vous vous attendiez? Elle n'est pas capable, vous voyez, elle fait campagne pour un poste électif, mais elle n'est pas capable de tenir. Voilà, c'est des commentaires qui sont supposés vous faire réagir de telle manière qu'on vous critique. Et donc, tout ça, c'est secondaire. Je vais parler des femmes copines. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui n'ont pas de copines, avec laquelle on se voit de temps en temps. Il faudrait qu'on trouve plus du temps pour les copines aussi. C'est important. Une femme qu'on appelle, qu'on lui dise, écoute, est-ce qu'on peut se voir, j'ai un gros souci. Ça, c'est très important. Et ça, je ne sais pas, hein, je peux être prétentieuse, mais je pense que ça, c'est un plus que les femmes ont que les hommes n'ont pas. Nous, les femmes, nous avons des copines. Parfois, c'est nos tantes. Parfois, ce sont nos voisines. Quand j'étais encore à l'université, on appelait ça notre conseil d'administration. C'est 2 ou 3 femmes qui sont proches de nous, des copines, qu'on appelle parce qu'on a envie de parler, on a envie de se confier. C'est très important. Parfois, c'est notre sœur, parfois, c'est une amie d'enfance, parfois, c'est des femmes qu'on rencontre aussi dans le milieu professionnel. Mais les femmes sont les psys d'autres femmes. C'est bien. Et c'est dans toutes les cultures. C'est fantastique. Parce que la vie de tous les jours est pleine de petits soucis, d'inquiétudes. On peut se lever tout simplement et c'est un mauvais jour pour nous. Et je le dis pas d'une manière absolue, mais encore une fois, je pense que les femmes, on est capables d'encaisser quelque chose et d'avoir un engagement professionnel très important. Je ne sais pas comment la journée de Int a commencé, mais tu arrives à travailler, à garder ton calme, à faire ce qu'il faut faire, mais le soir, quand on rentre, tu prends ton téléphone et tu appelles une copine. Ah, tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh, quelle journée, oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut aller prendre un thé demain? Je t'explique. Ça, c'est bien. Ça, c'est un truc de femme. Et c'est, encore une fois, c'est dans toutes les cultures. Les femmes vont vers les femmes pour échanger, pour trouver du calme, pour se confier. Et vous, les femmes leaders, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Laissez-moi, puisque je ne veux pas monopoliser la parole, parler de notre organisation, la francophonie, et d'un projet qui me tient absolument à cœur. Et c'est un projet qui a commencé avec la pandémie. Parlant de la pandémie, est-ce que vous vous rendez compte, depuis mars 2020, depuis le début de l'année dernière, combien les femmes ont encaissé avec les difficultés de la pandémie? Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'une grande majorité de femmes sont des femmes qui sont dans le monde informel
qui ne sont pas salariés, qui se lèvent chaque matin et ne savent pas comment ils vont nourrir leurs enfants. Cette pandémie, et il y a eu des études par plusieurs organes habilités, a beaucoup affecté les femmes. Parce que du coup, tout le monde s'est retrouvé à la maison, pas le droit de sortir pendant plusieurs mois. Dans certains pays, ça a été même très strict. Devinez vers qui la famille se tourne quand tout le monde est confiné à la maison, qu'il n'y a pas assez d'espace, qu'on a 6 enfants chez soi, et sa belle-mère et son beau-père dans la maison, et qu'il faut que tout le monde vive en harmonie, se lave, mange. C'est les femmes. D'une manière presque naturelle, la femme a vécu cette pandémie avec toutes ces difficultés-là. Il y a de plus en plus de publications et d'études et d'analyses qui montrent comment la femme a été le plus affectée par cette crise. Quand on ne sait pas quoi faire avec les enfants, surtout les petits-enfants, quand ils s'agitent, voilà, après 3 semaines de confinement, eh bien, c'est la femme qui doit trouver un moyen de distraire les enfants, de voilà, sortir un petit peu, revenir à la maison. Quand les choses se compliquent, on fait recours à la femme. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis, moi je trouve que c'est une bénédiction, il y a quelque chose de spécial. On est capable de faire certaines choses, on les fait bien et on ne se plaint pas. Alors, à la francophonie, nous avons mis en place un fonds dédié à la femme, bien sûr de notre espace francophone, surtout dans les pays du Sud, surtout en Afrique. L'Afrique plus Haïti, dans les Caraïbes, et le Liban, ici dans la région du Moyen-Orient. Et ce fonds, on essayait de soutenir nos États. Qu'est-ce qu'on peut faire au début de cette pandémie? Alors on a mis en réseau plusieurs créateurs, des innovateurs, surtout dans le domaine numérique, mais on s'est dit on devrait trouver un moyen de contribuer économiquement, encore une fois, qu'une contribution, puisqu'on vient en soutien à nos États et aux autres acteurs économiques dans le monde. Et on s'est dit, on va mettre en place un fonds. On a pris les ressources qu'on n'avait pas utilisées pour les voyages, les conférences. On a mis tout ça ensemble pour l'année 2020. On a rassemblé 3 millions d'euros, 3 petits millions d'euros. Avec ça, dans beaucoup de pays, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et donc, nous en sommes maintenant à la 2e édition de ce fonds. Et l'année prochaine, 2022, je pense que c'est ici à Dubaï, on va lancer la 3e édition. Dans notre participation de la francophonie à cette expo, on va aussi fêter le 20 mars, qui est la journée de la francophonie, ici à Dubaï, pour célébrer aussi l'appartenance des Émirats arabes unis à notre organisation. Et ce fonds, donc, qui a été nommé la francophonie avec elle, la francophonie avec les femmes, maintenant soutient, la première édition était dans 20 pays différents, 56 organisations de femmes, parfois des femmes individuelles, pour leur survie. Et j'ai eu l'occasion pendant cette période de visiter, de rencontrer certaines de ces femmes dans plusieurs pays. J'ai fait le Togo, j'ai fait le Rwanda, mon propre pays, j'ai fait le Liban, j'ai fait le Bénin, la République centrafricaine. Mais je vous assure, ces femmes, vous leur donnez rien que $200. Elles sont capables de créer un petit business,
d'acheter des uniformes pour leurs enfants pour aller à l'école, de nourrir leurs bébés et de faire des provisions pour leurs parents qui sont vieux et qui habitent dans le quartier. 200, même pas. Et avec un petit bénéfice, elles continuent à produire quelques ressources qui leur permettent de vivre. Elles améliorent leur vie, elles améliorent la vie de leur famille et elles contribuent à leur communauté. Et donc, j'ai décidé que ce fonds allait être pérennisé bien au-delà de Covid. Je pensais qu'en 2021, on ne parlait plus de Covid, mais bon, on va le pérenniser. Et on a surtout décidé d'aller vers des femmes qui n'ont pas beaucoup de possibilités de fonds, qui viennent d'autres grandes organisations, des femmes dans nos villages qui parfois ne savent même pas remplir, j'allais dire la paperasse, mais toute la bureaucratie des organisations internationales. On a décidé de prendre une petite partie de ces fonds pour les aider, parce qu'on a quand même besoin, pour les besoins administratifs, d'avoir certains documents en ordre. Mais je voulais vous dire qu'en une période de moins de 2 ans, ce qu'un tout petit peu d'argent peut faire chez des femmes qui sont à la fois créatives et économes. Je voulais terminer par ce très beau projet, la francophonie avec elle, et vous dire que être une femme, j'essaie de répondre à la question, qu'est-ce qui peut changer les choses? Comment est-ce que, à partir de ces conversations, on en a beaucoup, ces conférences à travers le monde, qu'est-ce qui va faire qu'on pourra vraiment basculer, passer à la vitesse supérieure? Il faut qu'on éduque les filles en masse. Il faut un minimum d'éducation. On ne veut pas nécessairement créer des PhDs. On veut donner un minimum d'éducation à la fille. Et dans beaucoup de pays, en tout cas de notre espace francophone, mais dans beaucoup de pays du Sud surtout, avec une population galopante, la quantité des jeunes est incroyablement... parfois, ça fait même peur, parce qu'on a des pays où 70% de la population ont moins de 25 ans. Il faut éduquer les filles. S'il fallait choisir juste une chose, moi, j'irais pour l'éducation massive des filles, pour les armer, pour les aider à naviguer dans la vie. Je crois aussi que c'est très important et c'est une tâche pour les parents, mais pour nous tous aussi. Les filles, de par le contexte culturel, de par l'histoire, souvent manquent de confiance en elles-mêmes. Je crois qu'il faut essayer de dire aux filles qu'elles sont capables de changer leur vie, d'avancer. Il y a des petites filles, mais qui sont brillantes, mais qui n'osent pas, voilà, ça aussi c'est très important. Avec l'éducation, bien sûr, après, il faut parler d'opportunités de travail, il faut parler de la santé de la femme, il faut parler de tous les aspects de la vie, mais pour moi, la base, je ne sais pas où on serait toutes ici si on n'avait pas eu au moins l'école primaire. Et cette éducation de base, pour moi, ce n'est pas seulement une valeur humaine, mais c'est une obligation. C'est un devoir de donner un minimum d'éducation aux filles. Et je vous dis tout le plaisir qui a été pour moi de vous parler, d'échanger avec vous, et je suis à votre disposition. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Your Excellency, it's not only me, but people texted me and said that you nearly brought them to tears. That's how... That's all right.
That's how I think you have been able to touch people's hearts with your intervention today, to truly make this conversation a personal one. And I'm so grateful for that. Thank you. You know, we spend a long time discussing things and, you know, legislation and policy, and we forget that sometimes, for me at least, it's about a change of heart. It's about that respect that we give women. It's about recognizing that les femmes sont une bénédiction for us, for all of us, for all of society. Thank you. If we recognize that, then maybe our lives would be different. Has this gone out? Is it working now? Okay. I want to open up. We don't have a lot of time because I know you have another engagement, but we'll take one question from the floor. Our virtual audience, also please feel free to submit your questions. And I have a question on my own, of my own. Sure. But we'll start from here. Any questions from the audience first? We're going to give you that first right. Okay, go ahead. Yes. Yes, please. We'll take a man and a woman, yeah? Yes, exactly. Let's be nice to men. You know, people ask, is this a women's pavilion only? And I say, no, it is a man and a woman's pavilion. We want men to be engaged in this. Well, thank you very much, Your Excellency. I think I was listening into the translation, and I hope it did the justice for what you were telling me. But I've worked with Hind now for almost 2.5 years, 3 years. I've worked very close next to the Women's Pavilion team. And although I'm not a gender equality or women's empowerment expert, You are now. I still believe that every man has a role to play in terms of advocating and championing the whole concept of that. You mentioned stories, and we have a very exciting initiative called Dignified Stories, which we're working in as part of our team. And we have a specific section in the handbook dedicated to women and girls and their stories. And we would like to invite you to be part of this initiative and I'm part of it already. Count me in. Thank you. And be part of that, because we want to share these stories and we want to tell them to the world. And we are willing to do it in French, and we're willing to translate it into English and Spanish and the other UN languages to make sure that the entire world is hearing it and listening to those. So I just wanted to take that opportunity. I don't have a specific question, but I just wanted to take that opportunity to invite you and recognize I'm part of it. work. Thank you very much. Thank you. We have a question from our virtual audience. Je voulais savoir quels sont les... actually, no. Who is the African woman who has inspired you the most, and why? Who's the African woman who's inspired me the most? You see, my problem with these questions, they just want you to pick one. And usually there is more than one. I'd say my mother. She's an unknown African woman, but my mother was great inspiration from. In fact, I keep saying, as I grow older, I want to look more like her. I think I'm starting to look like her. I want to look more like her and act like her, because she was, you know, everybody's mother is special. There is no question about it. But what inspires me today, I mean, when I was a grown-up, was how she went through her day like everything was easy. And I find it so incredible that
my mother was very, very hardworking and gentle at the same time. So those are qualities I'd like to keep acquiring as I get older. My inspiration, I think, was my mother. She got things done, and very discreetly. You would never know. And she was a pleasant person to be around. So I'd like to say it's my mother. That's beautiful. That's beautiful. Okay. And I love the fact that we are not afraid to acknowledge our mothers. Because when some people hear the question, who's the person who inspires you, we go to history books, we want to pick out somebody famous. Yeah. And I think there were sometimes- wonderful women in history, but I got to know them way, way after my mother. Yeah. I used to sit with my mom on the back porch of our small house, and just, when you're a high school girl and you're home, you just sit with your mom and listen to her or talk. That was before I got to know the Miriam Makebas and all these wonderful women, stars and, film. So to be honest, it's more my mother than anybody else. That's beautiful, Your Excellency. Okay. Do we have time for one more? I think one woman in the audience would be good. Okay. Wait. Hi, Madame Louise. Thank you so much for the speech. And so my question is related both with the organization La Francophonie and your personal understanding or journey, in a sense. So my understanding is, for example, a language is something very easily that binds people together. If you speak the same language, you somehow click or connect in a split second. And using that, and today at the Women's Pavilion, we're also talking about how do we touch people's hearts and minds to really move the agenda of gender equality and women's empowerment. So being the Secretary General of La Francophonie, what do you think that the language and culture of French can really move or being used as a powerful soft tool to promote this agenda? I'd like to hear your opinion on this. Thank you. I had the same question yesterday in Abu Dhabi. It's interesting. Language is a big part of who we are. It's not just speaking or communicating. It's also our perception of things. It's how we relate. Let me say that whatever language we speak, this is an agenda that we have to make part of what we do. The Francophonie, I believe, with the French language, which is a beautiful language, one can perhaps, I'm just thinking as I respond to you, one can perhaps look at writings, creations of artists from the Francophone world to really drive the message of how important this topic is. And having studied French literature, I have a whole bunch of books in my house. The French language allows you to kind of dream. I have expressed myself more in English as an adult and in my professional life, but when I want to, there's a feeling with the French language that you kind of have without being able to express exactly what it is. There's a feeling with the French language that allows you to kind of transport yourself in a different environment. You can sort of dream awake. And so that allows, I believe, to really imagine what things could be like, what things will be like.
it's not something very palpable, but when you are francophone, you know it, you feel it. But I mean, more seriously, I think whether you are francophone or any other phone, you can actually easily drive the agenda, because language is deep in terms of your identity, and whatever our identity, we can drive this agenda with however we feel or whatever inspires us. But I personally, and I do speak several languages and I have different influences, but I feel that you can more easily convince or inspire with the French language more than the other languages, at least that I speak. Thank you, Your Excellency. I want to thank you all for being here with us today, for giving us your attention. Most of all, Your Excellency, your words were really pearls of wisdom. Thank you. That you have left us with. Thank you. I very much appreciate you taking your time to speak with us, to learn those lessons. I think that every young woman also has learned a lot from you today. You have given us a lot to think about and a lot of inspiration too. Thank you Thank you so much, Your Excellency. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you all for coming as well.